Bonjour, ici André Lapierre pour ma webtv.info. Entre nous autres aujourd'hui, mardi 18 août, eh bien, je vous invite à écouter l'entrevue avec Bélidis Martin. Bélidis Martin est une résidente de Odette qui fait de la recherche, qui a une expérience assez développée, jeune, de ce qu'on peut voir ici. C'est elle qui a sorti le document, l'arrêté ministériel qui interdisait le forage minier ici même dans la région et surtout dans le coin de la nappe phréatique à Lac-Mégantic. Pourquoi? On va vous parler de gaz de schiste, on va vous parler d'or et on se demande pourquoi cet arrêté ministériel-là n'a pas été déposé ou encore on n'a pas encore eu de nouvelles à savoir si elle a été déposé. Et si oui, comment ça se fait qu'on a passé par-dessus? C'est la première partie de cette vidéo. On écoute ensemble Bélidis Martin. Madame Martin, bonjour. Bonjour. Madame Martin, suite à un document que vous avez déposé sur une page Facebook, Vue des citoyens, vous mentionnez que il y a une zone, un arrêté ministériel qui a été fait en 2006 empêchant le forage minier dans un secteur. Même ce secteur-là a été agrandi en 2007. Et là, je voudrais m'expliquer, là, c'est quoi là, cette affaire-là, forage minier? Puis, mais juste avant, c'est quoi votre formation, vos expériences là? OK, moi, je suis montérégienne, installée en région il y a 4 ans. Là, ça faisait des années que je venais marcher, puis dans le coin du Mont-Mégantic, puis dans le coin du lac, dans Zec-Louise aussi. Vraiment, je suis mariée avec Charles Dubé, dans le fond, mon bagage. Moi, j'ai fait l'Institut Martin du Québec. J'ai travaillé avec la Garde côtière canadienne. J'ai fait partie de plusieurs missions dans le Nord. J'ai été dans le Nord, dans l'Arctique canadien en 2004 avec le NGCC Pierre Hudson, avec le gouvernement, avec la Garde côtière. Puis je suis retournée à bord du Maria des Gagnés sur un pétrolier, dans le fond, qui fait aussi les voyages dans le Nord. Donc, au fil du temps, j'avais développé à cette époque-là une spécialisation en transport d'hydrocarbures pour les navires citernes, pétrochimie. Puis ensuite de ça, pour un choix personnel, j'ai continué dans l'industrie, mais dans un autre type d'opération. Fait que j'ai travaillé 15 ans dans l'industrie maritime. J'ai terminé ma carrière dans l'industrie maritime en ouvrant une porte là, on va dire une porte un petit peu plus inclusive là, au niveau du port de Montréal. Là, j'ai travaillé pour MGT, Montreal Gatorade Partnership, c'était vraiment une belle expérience. 6 mois dans le port avec, moi j'appelle ça la fourmilière, là. Ça roule dans le port. Puis ensuite de ça, j'ai travaillé 8 ans, plus 7 ans et demi en ingénierie de procédés. J'ai travaillé chez Teledyne d'Alsa comme technologue, là, niveau 5. Là. Dans le fond, je faisais beaucoup de travail collé avec, on va dire, les ingénieurs. C'était de l'ingénierie nanotechnologie. Puis j'ai fait de la chimie des gaz aussi à ce niveau-là. En parallèle, j'ai fait mes études à l'Université Laval. J'ai fait un bac multidisciplinaire. J'ai fait 1 an en sciences politiques, en diversité culturelle, puis en management. Puis au fil du temps, quand j'ai quitté Teledyne, je suis allée travailler chez Aponix, qui est maintenant qui est une entreprise de photonique, de développement, une start-up qui est rendue maintenant en quantique. C'est une belle entreprise là, qui est en train de prendre son envol, comme on dit. Puis là, pendant ce temps-là, j'ai fait les cours, toute la scolarité pour la maîtrise en administration des affaires, puis je suis rendue comme à l'essai. Donc, j'ai pas encore, je travaille sur une problématique réelle d'actualité, donc j'ai pas encore terminé l'essai parce que je suis quelqu'un qui prend son temps. OK. C'est un peu ça mon bagage. Maintenant, d'où vous vient cette recherche-là de dire, j'ai trouvé un arrêté ministériel et parce on n'a pas de l'air à trouver ça nulle part dans les documents de l'OTC, là, cet arrêté ministériel-là. Pourquoi on fait un arrêté ministériel, puis pourquoi on passe par-dessus? Moi, ce que j'ai fait, quand j'ai vu un petit peu, il y a des gens qui m'ont approché parce que j'ai quand même un bon bagage en analyse, là, puis en recherche, donc j'ai remarqué tout de suite qu'il y avait beaucoup de documents qui étaient pas... j'étais allée voir les références, en fait, sur lesquelles les études étaient basées, puis je trouvais qu'il manquait un petit peu de nourriture. Okay. Je trouve que l'UDA puis LNA, c'est pas mauvais, mais je m'aurais attendu des rapports un petit peu plus profonds, un peu plus étoffés que ça, surtout pour l'envergure du projet. Moi, ce qui m'a vraiment dérangé, qui m'a fait aller un petit peu plus creux, c'est vraiment au niveau de la gestion de projet, pour l'envergure du projet.
pour tout le contexte, les enjeux environnementaux, sécurité publique, juridique. Il y en a beaucoup d'enjeux présentement. Puis, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée simplement voir toutes les publications qui étaient faites par le gouvernement du Québec. Puis, dans le fond, l'arrêté ministériel, clairement, il y a rien de caché. Tout était transparent. On va dire juste, c'est quand même assez récent, l'opacité, mais avant, le gouvernement, tu t'en vas dans l'Arctique canadien, tu trouves des données, tu les publies, tu les partages. Tu sais, Okay. C'était des mandats. Fait que l'arrêté ministériel, il est public. OK. Maintenant, quand on regarde le territoire, c'est un grand territoire. Vous regardez qu'est-ce que ça délimite comme territoire où on empêche encore le forage? Oui, ben c'est ce qui est difficile présentement, c'est qu'on va faire une demande justement là à l'OTC, c'est d'avoir accès aux points géodésiques au niveau de la voie du tracé. On peut le voir grosso modo, mais ça serait le fun de pouvoir avoir les points géodésiques. Parce qu'on voit Odette, on voit Lac-Mégantic, on voit Frontenac, on voit Frontenac. Ouais, tout le quartier industriel. Dans le fond, ce qu'il faut, l'arrêté ministériel qui avait été fait, la première fois qu'ils l'ont fait, c'était en 2004. C'est la ville de Lac-Mégantic qui a demandé ça quand il a commencé à avoir des grandes discussions au niveau des claims miniers. Les gens s'intéressaient, il y avait peut-être de quantité d'or. Parce qu'il faut comprendre ici, c'est que on a Chartierville n'est pas très loin. Okay. Puis c'est la faille, on l'appelle communément la faille Bella, mais la faille Bella se transforme en la faille Rivière-Victoria. Qui est une faille, qui est de la roche, d'un côté, la roche volcanique, puis la roche sédimentaire, du schiste. Okay. Dans le fond, donc souvent, quand il y a de la pyrite, ce type de géologie-là, il y a souvent du schiste, de l'or, des métaux lourds. Fait que, ça peut être riche pour l'exploitation. Mais ils ont fait beaucoup de travaux à l'époque, ils ont fait des projets aussi, puis il avait arrêté ça parce que il était pas capable de démontrer qu'il y avait assez de matériel pour être intéressant. Ouais, c'est ça, tu sais, fait que exploiter pour exploiter, ça peut devenir. Puis là, le danger justement qui arrive quand on parle de la voie de contournement au point de vue environnement et la nappe phréatique, y a-t-il un réel danger, ou d'après vous? Ben oui, si on parle juste de probabilité, tu sais, les statistiques, ça sert à ça. Puis même si c'est un aquifère, c'est un lac, une source, une rivière, la rivière Chaudière. Si en 2004, il y a des gens qui ont fait des démarches de grandeur-là, on va dire, moi j'appelle ça de la grandeur, ben c'est parce qu'il y avait une raison. Présentement, il y a eu M. Paul Dorion qui a fait une demande à la ville de Lac-Mégantic pour partager le rapport sur lequel il était basé cette décision-là de 2004 à 2006. Parce qu'il faut comprendre, en 2004, il y a eu un premier territoire protégé. Puis en 2006, ça a été abrogé par le ministère des Ressources naturelles. Ça a été abrogé pour agrandir, justement, parce qu'il y a un rapport qui est sorti de LNA, qui a été fait par La Forêt à l'époque à Cowansville, 2005, qui ont démontré qu'il y avait un besoin d'agrandir cette zone-là pour protéger l'aquifère, les plus potables aussi, pas juste l'environnement, mais les gens. Puis ça a été fait en 2006. Fait que l'arrêté ministériel qui est encore en vigueur présentement, c'est celui-là de 2006, avec selon le rapport de LNA. Présentement, on n'a pas accès à ce rapport. Écoute, moi, j'ai fait des recherches ici, sur le coin, qui disent que suite à la construction, transport en matière dangereuse, le but premier de la voie de contournement est de sortir les trains de marchandises du centre-ville pour éviter une autre tragédie. Toutefois, déplacer la voie de contournement a aussi des risques de déraillement futur vers des zones de captage d'eau et les milieux humides ruraux, transférant ainsi la vulnérabilité environnementale vers la nappe phréatique qui alimente la région. Je pense que ce qui est vraiment important ici de nuancer pour comprendre ce qui se passe présentement, c'est le type de projet. Présentement, le projet de voie de contournement, il n'a pas passé par le Bureau d'Infrastructure Canada, il n'a pas passé par le Bureau des grands projets. Ça, ce qui fait que tu n'es pas obligé de faire un BAP. Là. Tu viens de bypasser toute la loi. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? C'est en disant, moi, je fais un projet pour la sécurité publique. Aussitôt que tu sors l'argument sécurité publique, ben là, tu bypasses tout. Okay. Ça l'amène un danger extrême. C'est la fin de la première partie. Je vous invite à revenir demain sur ma webtv.info
pour la deuxième partie de cette entrevue.